Aïe. Il pompe de ça assez. Je te laisse expliquer. Non. Explique un peu ça. Oui. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et je pourrais dire, Bouekaye, je ne sais pas si pour ceux qui étaient hier à l'ouverture, peuvent se rappeler de la leçon. Je peux dire, Bouekaye. Hi. Wenye. Yeah. Bah, c'est très bien, merci. Merci beaucoup. Bon, ben là, je viens, c'est pour expliquer à ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont là aussi. C'est juste pour dire à tout le monde que cette musique, cet arc musical, ça s'appelle Mungongo chez nous. C'est une musique, une mélodie ancestrale. Et en même temps, ça réjouit. Tu es dans la tristesse. Quand on te joue ça tout de suite, tu oublies les pensées. Alors, c'est aussi sacré. C'est vraiment sacré parce que nous, on utilise ça dans dans mon rite initiatique, précisément le bouti, qu'on appelle bouété. Alors, donc, nous, on utilise ça pour faire voyager la personne dans le monde cosmotique, dans le monde de la vision, tout simplement. Donc, voilà un peu pour ceux qui n'ont jamais vu ça, qui n'ont jamais écouté, et avec mon très cher frère aimé, bien-aimé, qui est là auprès de nous. Par coïncidence, je dirais que le hasard n'existe pas. Déjà, je cherchais quelqu'un qui est même de ma peau aussi, bien que j'ai vu quelques-uns ici, mais ils sont un peu mélangés. Vous voyez, mais lui, par contre, dès qu'on s'est vu, tout de suite, je me suis connecté. Déjà, je suis content parce qu'il m'accompagne. Je crois qu'après, on appelle ça comment? La conférence, pardon. On va passer à une petite partie de danse. Donc, cette petite partie de danse fait la réjouissance, la reconnexion de toute l'humanité. Je peux dire homme comme femme, petit comme grand, jusqu'aux vieils hommes, aux vieilles personnes. Donc, je peux dire les plus vieux, ils peuvent danser avec nous. Parce que ça fait une joie de se retrouver. Et les bons moments sont rares. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire comme ouverture. Et pour vous expliquer aussi ce qui vous regarde là, ce sont mes reliques natales. C'est naturel. C'est ma secte que j'utilise, que je pratique depuis de longue date, depuis étant petit. La preuve en est que je suis pieds nus. Vous-même, vous voyez, je suis pieds nus. Ici aussi, en même temps, je suis pieds nus. Vous voyez, moi, j'aimais bien le sport à l'époque. Mon sport, c'est les arts martiaux. Voilà. J'ai essayé de faire ça. Ben, c'est les trucs des blancs, ils nous ont appris. Mais sauf que la bagarre, c'est naturel. Vous voyez, parce que nous, les chamans, les tigres, les panthères, nous, on aime la bagarre. Ouais. Et le gorille. Voilà. Sans oublier l'éléphant, parce que lui, il se bat avec les arbres. Lui, il ne se bat pas n'importe comment, avec l'autre, non. Alors, merci beaucoup. C'est juste pour l'ouverture, pour dire à tout le monde que je suis content depuis hier. Et de Philippe et Nathalie, ma bien-aimée Nathalie. Elle est très, très bien, ouverte, douée, je peux dire aimable. Voilà. Ça, je vous remercie encore de l'accueil. Merci beaucoup, Assessa. Merci. Merci infiniment pour cette ouverture en musique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'accueillir Assosa pour cette édition du Climax consacrée à l'Afrique, hein, berceau du futur, berceau de l'humanité et peut-être berceau de solutions, pourquoi pas. Et, alors, je vais les présenter et on va essayer de faire une petite heure de conférence et d'échange aussi avec vous qui se terminera en musique parce que c'est très important dans le rite initiatique d'Assosa, dont on expliquera un petit peu les tenants, en quoi ça consiste, de faire autant bouger l'esprit que le corps et le cœur, hein, parce qu'on est des êtres globaux et que leur vision de la personne est vraiment holistique et que même quand on est dans une pensée, une réflexion, il faut aussi faire bouger pas que les cellules du cerveau, mais les cellules du cœur et du corps. Hein. Donc on va essayer d'expérimenter une conférence vivante et on espère que vous participerez aussi à cette, comme il disait, cette ouverture
en joie. Asosa donc, est maître de Ganga, c'est l'équivalent du chaman. Il vient du Gabon, qui est un pays situé en Afrique équatoriale, avec une petite côte sur le côté atlantique, où il y a des forêts primaires. Il est né dans la forêt, et il y a plus de 45 ans à peu près. Et donc il avait envie de partager avec nous sa vision de la nature. Et à ses côtés, donc, j'accueille aussi Marine Calmé, qui est juriste, spécialiste des droits de la nature. Donc on pourra avoir un bel échange aussi sur comment nos visions de la nature peuvent se répertorier sur les lois, mais aussi les lois spirituelles chez Asosa, les lois, on va dire, politiques, économiques et écologiques dans nos sociétés, et créer des ponts pour voir s'il n'y a pas des évolutions à trouver aussi dans nos lois et dans notre manière de voir la nature. Moi, je m'appelle Sabah Rahmani, je suis journaliste et anthropologue de formation. Je travaille aussi avec Native, qui est partenaire de l'événement. Native est une revue qui existe depuis 1 an, et c'est la première revue française consacrée au dialogue avec les peuples autochtones. J'en parlerai à la fin, mais on a un petit stand. Et j'ai rencontré Asosa il y a 11 ans exactement, à l'occasion d'un reportage anthropologique sur les sociétés chamaniques en Afrique. Et depuis, je fais quelques voyages et on travaille ensemble justement pour créer ce pont entre l'Occident et les sociétés traditionnelles des peuples autochtones. Parce qu'on est allé aussi il y a quelques années au Brésil, on a rencontré Raoni, Moudidje qui est venu là aussi il y a 2 ans, le Papou. Donc vraiment, aujourd'hui, les peuples autochtones sont dans une phase d'alerte envers ce qui se passe sur leur territoire, mais aussi, ils nous alertent, ce sont des lanceurs d'alerte pour nous mettre en éveil sur des solutions, parce que sur leur territoire, ce sont les exploitations de ressources premières qui sont dévastées. Hein. On a pu en parler hier et ce matin. Et en même temps, ils nous appellent, ils nous disent de faire le lien avec eux, et c'est fondamental puisque nous sommes responsables aussi de par nos modes de consommation, de ce qui se passe chez eux. Donc ce n'est pas qu'une dimension exotique. Il y a vraiment un lien qui se fait depuis la colonisation et qui se poursuit aujourd'hui, et ils ont envie de rentrer dans une autre conscience, je dirais, pour qu'on puisse trouver, tous les citoyens engagés, des solutions. Donc à Asosa, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est votre lien traditionnel et ancestral à la nature? Comment vous vous êtes relié à elle? Bien, merci Sabah. Et qui dit Sabah dit tout le monde. Je dirais que mon lien avec la nature, notre lien avec la nature dans ma tribu, c'est la nature est en nous. Et la nature est nous, nous-mêmes. Déjà au niveau de la nature, dans la forêt en particulier, la forêt est notre mère, la forêt est notre père, la forêt est notre frère, grand-père, grand-mère. Alors la forêt, tu as faim, tu vas aller en forêt, tu vas cueillir un fruit, tu vas manger et tu n'as plus faim. Dans la forêt, tu vas trouver la rivière. Dans les rivières d'eau douce, il y a du poisson. Tu peux manger, tu peux pêcher et peux manger. Alors, il y a aussi le miel, parce que nous, on cultive on récolte le miel. Je sais, chez nous, dans notre famille pygmée, c'est la récolte du miel et les fruits. Et déjà, si on détruit la forêt, la nature, c'est comme si tu avais tué un être humain. Sérieusement. Parce que la forêt aussi nous soigne. Nous, notre relation, c'est dans le soin. Premièrement, avant la nourriture, c'est le soin. Il faut être en bonne santé pour manger, pour mieux manger. Alors, d'autres détruisent la forêt. C'est comme s'ils t'avaient pris un couteau et te mettent ça dans la poitrine quand tu as battu un arbre. Et un arbre de nom, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et dans les différents arbres, on s'attend, moi je m'attends avec l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre est mon frère. La plante est mon frère. Et ma sœur. Je ne peux pas détruire la forêt. Plus je détruis la forêt, plus je détruis aussi mon corps à moi-même. Non, mais quand tu as tué 2 arbres, tu as déjà abattu un arbre, par exemple l'arbre mère, si tu l'as tué, ne tue pas aussi l'enfant. Parce qu'il y a un bébé arbre comme celui-là. Tu abats le plus grand, laisse le plus petit pour que le plus petit évolue. Et puis le plus petit va germer aussi, va donner ses fruits. Ces fruits-là vont tomber, après ça remonte. Au lieu de tout détruire. Là, c'est plus bon. Mais on a la relation avec la nature, parce que la nature est notre frère, est notre purificateur.
Parce qu'aujourd'hui, tu as la fièvre, tu vas prendre une écorce, tu vas boire, tu vas faire bouillir, tu fais comme le thé que vous buvez là. C'est la nature, hein. C'est pas l'homme qui a créé ça, hein. C'est fait depuis, hein. Depuis des milliers de siècles et de siècles. C'est comme les raisinniers, les pommiers, etc. Hein, que vous plantez là aujourd'hui. Même la rose là, que vous plantez là. Mais c'est naturel. C'est Dieu qui a créé ça. C'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. Alors donc c'est juste pour dire à tout le monde que aimez la forêt, aimez la nature va vous aimer. Faites-en, faites le travail à ce que la forêt ne disparaisse pas un jour. C'est ça que je demande à tout le monde. Parce que dans la forêt, tu peux avoir une grande connexion étant dans la forêt. Par rapport à quand tu es dans l'air pollué ici, comme en ville. Tout le temps, c'est bou, 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 pim, pom, tout ça. Les oreilles sont bouchées. Mais tu ne te relaxes pas. Et en étant dans le bruit, tu ne peux pas te concentrer, tu ne peux rien faire. Sérieusement, tu es anéanti, tu es déconnecté, je peux dire, parce que les oreilles sont bouchées. Avec la musique, avec les sons de voiture, hein, les motos, c'est votre manière de conduire les motos ici, oh là là. Tu changes en même temps les vitesses à la minute. Non, mais moi je conduis, mais il ne faut pas conduire, c'est une machine. Tu n'as pas le droit de prendre ça comme si c'était un jeu. La preuve en est que nous, on qualifie ça, on a donné le nom de la voiture, c'est la panthère. Ouais, c'est la panthère. Parce que la panthère, quand elle te dit merde, c'est merde. La voiture te dit merde aujourd'hui, tu vas oublier que tu étais en pleine vitesse. Tu te retrouves la tête au ciel. C'est la mort. Vous voyez? C'est l'excès. Donc je voudrais te répondre tout simplement et dire à tout le monde que la nature est nous, la nature est notre frère. La nature, on doit la respecter. Plus tu respectes la nature, plus la nature te respecte et te récompense. Merci. Merci à Sosa. Marine, ce que m'inspire la réponse d'Assosa, c'est par rapport à notre société occidentale qui a objectivé la nature, qui l'a rendue objet, qui a mis des lois comme si c'était inanimé. On en est où aujourd'hui dans cette considération de la nature au niveau juridique? On l'a vraiment considérée comme quelque chose, une ressource inanimée? Alors oui, non seulement on considère la nature comme étant un lot de ressources, de biens, d'objets à disposition des êtres humains, mais en plus on considère aussi les animaux et toutes les autres entités vivantes comme des biens qui peuvent être accaparés, qui peuvent être exploités, qui peuvent être tués, vendus, et tout ça pour faire malheureusement du profit, enfin au profit de certains en fait. Et c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Moi je suis porte-parole d'un collectif citoyen qui s'appelle le collectif Hors de Question, qui est très actif en Guyane française contre l'industrie minière, contre l'industrie de l'or, et qui s'est battu notamment contre le projet Montagne d'Or, dont vous avez certainement entendu parler en France. Et en Guyane, j'y suis allée notamment parce que je voulais comprendre auprès des peuples autochtones là-bas ce qui ne va pas dans notre société. Pourquoi est-ce que nous avons ce comportement vis-à-vis d'elles, et pourquoi justement nous nous permettons d'extraire du sol encore et encore et encore, de détruire la forêt, de détruire les cours d'eau. Et grâce justement à ce travail avec les peuples autochtones, avec le collectif Hors de Question, nous avons réussi à faire obstacle à ce projet, à un projet. Mais aujourd'hui, nous disons qu'il faut mettre un terme définitif à l'orpaillage en Guyane. Il faut mettre un terme au saccage de la forêt et il faut mettre un terme à la pollution de l'eau, parce que non seulement les peuples en dépendent, mais toute notre planète dépend de l'Amazonie. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une remise en question fondamentale de notre place en tant qu'être humain dans cette société du vivant, parce que nous ne sommes pas au sommet de la pyramide du vivant, nous faisons partie du vivant, et nous devons donc trouver de nouvelles règles pour vivre ensemble avec les animaux, avec les arbres et avec les autres êtres humains, parce que c'est ça aussi que ça implique, une nouvelle relation entre les êtres humains. Et donc moi je me retrouve beaucoup dans ton travail et dans ce que tu dis. C'est exactement aussi cette sagesse qui nous est transmise en Guyane, parce que c'est une règle en Guyane, c'est chez les peuples autochtones, notamment le peuple Kalinia, parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 peuples qui vivent en Guyane française, dont beaucoup d'entre nous ignorent l'existence, mais c'est vrai, et il y a beaucoup à apprendre d'eux. Et pour les peuples Kalinia, par exemple, il n'y a pas de motif légitime pour creuser la terre, sauf celui de chercher de l'eau ou d'enterrer ses morts.
Et c'est une règle de base que je considère comme une sagesse, puisqu'en fait, ce que ça nous enseigne, c'est tout simplement que ouvrir la terre, c'est créer des problèmes, c'est déstabiliser la vie, et c'est apporter du malheur, pas seulement à la société des êtres humains, mais aussi à la société du vivant en règle générale. Et ça, c'est des lois qui viennent de l'observation de la nature, qui sont transmises à travers les siècles, et que malheureusement, en quelques centaines d'années à peine, notre société occidentale a complètement occulté, a désappris, s'est coupée de ces règles. Et aujourd'hui, on voit la situation telle qu'elle est actuellement. Elle est critique. Et donc, s'inspirer de cette sagesse, c'est vraiment essentiel. Merci Marine. Justement, au niveau anthropologique, on parle de société animiste. C'est pas qu'en Afrique, mais l'animisme, c'est vraiment cette considération de voir toute forme de vie avec égalité, c'est-à-dire que la plante est vivante, l'animal est vivant, mais aussi le soleil, les astres, les étoiles, la lune. Et chez les peuples autochtones, on communique avec ce vivant, puisque, comme le disait très bien Assosa, la nature, c'est nous. Et Assosa, la question que j'ai envie de te poser, c'est dans cet échange, puisque tu dis que les arbres sont nos frères, vous communiquez de manière très profonde et très rituelle avec les esprits de la forêt, comme vous les appelez, qu'ils soient sous forme végétale ou animale ou cosmologique. Quand toi, tu prélèves quelque chose, parce que tu disais, voilà, on ne détruit pas n'importe quel arbre, tu parles d'arbres mères, donc les arbres anciens, et tu fais attention aux petits. Vous faites des rituels d'échange, de gratitude. Est-ce que tu peux un petit peu en parler pour que les gens se rendent compte que vous avez une relation vraiment de communication avec la nature? Merci Saba. Et à tout le monde, merci aussi d'être patient, parce que c'est vraiment bien de ce que je vais vous dire maintenant. Je vous dirais qu'il y a des rituels. On ne peut pas en même temps couper l'arbre comme ça, parce qu'un arbre peut te soigner 1001 maladies. Parce que moi, je suis gardien de la forêt, gardien des arbres, je peux dire, et des plantes. Ça veut dire que je connais différencier, comme cette fleur-là. Vous prenez ça de fleurs, mais nous, on a l'équivalent de ça chez nous. Mais ça soigne l'hémorroïde. Sérieusement. C'est comme celle-là. Mais nous, on a lui qui monte sur les arbres. Après ça, tacheneux. Lui qui est là au milieu. Là. Vous voyez? Mais ça soigne des différentes maladies. Et le tarot que vous voyez là, nous on appelle ça tarot, celui qui est devant là. Son igname soigne des différentes maladies. Hein? Ça soigne beaucoup. Alors, vous voyez, moi, je maîtrise un peu beaucoup des arbres parce que je vis dans la forêt, je suis né dans la forêt. Alors, je fais comment? C'est-à-dire, je fais l'étude de ça depuis l'enfance. Nous, chez nous, c'est héréditaire. Nous, on ne vit que de ça, la plante médicinale qui soigne le malaria, que vous dites malaria ou malaria là. Alors, ça soigne ceux qui ont des entorses précoce, il y a des moments, tac, sur le même pied, tu vas toujours trébucher et tout, et ça devient une habitude. Nous, on soigne ça. Et on a l'hémorroïde, interne ou externe, on soigne. On a les infections pulmonaires, on soigne ça. La grippe, la toux, là, qu'on dit déjà, oh, Corona est venu pour tout bousiller, là, la Terre, la planète Terre. Comment? Parce que je t'ai vu faire, tu communiques avant de prendre une feuille, oui. avant de prendre une plante. Oui, je communique, j'ai des rituels, je demande. Il y a une manière que je parle avec l'arbre. Tu demandes l'autorisation? Oui, je demande l'autorisation. Si je soigne, je prends son écorce pour soigner telle maladie, telle personne, avec son nom. Je vais avec le nom de la personne. Je demande, je dis, est-ce que tu acceptes tel? Si je lui soigne, comme Claude qui est là, est-ce que vraiment Claude, si je lui soigne avec cette écorce, est-ce que Claude va guérir? Il faut que l'arbre accepte. Si ça tombe, il y a 2 signes. Si c'est ouvert ou fermé, je connais comment ça se passe. Il découpe un petit peu d'écorce. Voilà. Voilà, je tape une étoile. Un langage. Allez, après, j'enlève. Tac, ça tombe. Quand ça tombe ouvert, ça veut dire que c'est accepté. Si ça tombe fermé, ça n'a pas accepté. Alors, si ça n'a pas accepté la première fois, je peux demander 3 fois. La 3e fois, si ça n'accepte plus, ça veut dire que vous attendez c'est mal au jour de la mort. Voilà. Ça sont des tests que nous faisions souvent. Moi, quand je viens, ça c'est mon scanner avant de soigner un malade qui est peut-être paralysé, peut-être quelqu'un qui a un problème de respiration, tout ça là, quelqu'un qui a la hernie étranglée là, que vous dites là, tout ça là, on anéantit. Alors, mais avant d'accepter le malade, le patient, dans mon hôpital, dans ma clinique,
je demande d'abord à l'arbre, je demande à la forêt. Moi, je peux voir autre chose, hein, même si je suis un représentant de la forêt. Hein, mais il faut que j'aille demander aussi à eux-mêmes, parce qu'il y a des esprits, il y a des génies, il y a des sirènes aussi de forêt, comme dans les eaux, comme l'océan que vous avez là. La sirène existe. Effectivement, dans mon monde, si vous me permettez de vous le dire, dans mon monde spirituel, du chaman, quand je mange ma plante, je la mets dedans, ça me donne des visions. Et ces visions-là, il m'arrive à arriver dans l'océan, voir la sirène, ce qu'il y a aussi dans la rivière. C'est comme dans la forêt. C'est comme dans l'espace. Voilà. Merci. Dans vos rituels de chasse aussi, vous demandez l'autorisation? Bien sûr que oui. Est-ce que tu peux en parler? Bien sûr que oui. Mais regardez, dans la chasse, il y a d'autres qui font la chasse pour peut-être pour le luxe, ou bien peut-être il va dire, bon, je prends la gourmandise, à la gourmandise. Mais non. La chasse chez nous se fait avec des rituels, des offrandes, un peu de nourriture, de vin, le vin de miel. À l'époque, il y avait encore le vin de miel. Ce n'est pas aujourd'hui, vous les Blancs, vous avez amené les liqueurs, l'alcool, tout ça. Hein? Vous voyez, tout ça pour rendre les gens un peu dingues, quoi. Vous voyez? Alors, imaginez que quelqu'un qui ne boit pas, hein, qui ne connaît pas bien parler, tout de suite là, tu vas avoir la parole si tu as pris un verre. Hein? Ouais, moi j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Il ne parle pas d'habitude, mais quand il a pris un verre, oh là là, c'est à la une. Ouais, ça tonne même avec madame à la maison. Ou madame tonne aussi avec le mari à la maison. Après, ça fait la chaleur. Et imagine que ça fait partie aussi du mariage. Il faut seulement avoir le cœur. Alors justement, ça c'est pour te dire qu'on a des rituels qui se font. On a des offrandes, des pommes, un peu de viande, un peu de concombre, les courges. On pile, on fait un paquet avec de l'eau, parce que l'eau ne manque pas, le vin comme à l'époque nous on avait le vin de miel, ou bien le vin de canne ou de palme. Alors on donne autour de l'arbre avant de prendre quoi que ce soit. Et puis avant d'aller à la chasse aussi, avant d'aller à la pêche aussi, pareillement. Non, nous c'est ce qu'on fait, on fait des rituels. Donc, si je comprends bien, donc, chaque fois que vous prélevez quelque chose dans la nature, vous demandez l'autorisation, oui. Et vous allez faire vous remercier. Oui. Donc il y a vraiment une relation d'échange. Oui, d'échange, oui. Et Marine, c'est complètement à l'opposé de la prédation hein, qui a été instaurée avec le système industriel capitaliste. Et comment, dans nos sociétés, tu penses au niveau légal, on peut réinstaurer cette forme de réciprocité, même symbolique? Alors déjà, il faut se poser la question en amont, c'est-à-dire aujourd'hui, on a effectivement un droit qui est construit, qu'on appelle anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'homme, puisque la vérité, c'est que notre droit, il est construit par des humains pour des humains. La question, finalement, de la protection de la nature, elle est arrivée très tardivement dans nos sociétés. Et notamment par l'attachement de certaines personnes. Il faut savoir que l'origine du droit de l'environnement, c'est le droit des paysages. Ce sont des personnes qui, attachées à leur paysage, se sont dit il faut protéger ça. C'est quelque chose de très français, d'ailleurs qu'on voit un peu avec le mouvement sur les éoliennes. C'est l'attachement à cette vue qui nous rappelle notre enfance, notre vie, notre culture et nos racines. Eh bien, je pense que justement, il faut développer ce sentiment d'attachement, de réciprocité avec la nature pour pouvoir intégrer des nouveaux mécanismes juridiques. Aujourd'hui, on prend, le droit nous autorise d'ailleurs à prendre, mais jamais nous nous poser la question, qu'est-ce qu'on va donner en retour? Il y a de nouveaux mécanismes qui se mettent en place, peut-être que vous en avez entendu parler, ça s'appelle les procédures éviter, réduire, compenser. Aujourd'hui, quand on développe de nouveaux projets, on doit se poser ces trois questions. Est-ce que je peux éviter ce projet? Est-ce que je peux en réduire les impacts? Et si je ne peux pas en réduire les impacts, dans ce cas, il faut compenser ailleurs. Le problème dans cette démarche, c'est que très souvent, on compense. On compense comme si l'homme pouvait recréer de la nature ailleurs, comme s'il pouvait être... Comme le crédit carbone, quoi. Comme le crédit carbone, comme ces forêts. Si vous étiez là à la conférence sur le colonialisme vert, c'est-à-dire on fait... en Europe ou ailleurs dans le monde, des projets qui pillent la nature, qui polluent gravement les territoires, et puis parce que... C'est les esprits qui parlent dans Sosa, voilà, c'est la connexion chamanique qui des fois peut surprendre nos sociétés, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, justement, mais peut-être que c'est parce que ça résonne aussi beaucoup.
Et moi, ça me rend triste parce que justement, on voit des projets comme au Niger, des injustices qui durent depuis des dizaines et des dizaines d'années, des territoires qui sont souillés par les hydrocarbures, qui sont pollués, et sous prétexte que des grandes multinationales peuvent racheter des territoires, souvent d'ailleurs des territoires autochtones, donc des gens qui ont préservé ces territoires comme héritage pour l'ensemble du monde, se voient privés de leurs terres, chassés, parce que des multinationales décident de racheter ces territoires, de mettre des enclos autour et de dire ces territoires-là sont faits pour compenser ce que nous détruisons ailleurs. Et je crois que c'est fondamentalement vicié comme rapport au monde. Il va falloir plutôt se poser la question, justement, nous travaillons sur la reconnaissance de droits de la nature comme sujet de droit et non plus justement objet de prédation. Et demain, c'est très important, c'est un mouvement qui est en train de grandir partout dans le monde, en Équateur, en Afrique, aussi en Ouganda, et puis en Australie, en Inde et en Europe, on a déjà un mouvement qui émerge pour la reconnaissance des droits de la nature, parce que tant qu'on reconnaîtra la nature uniquement comme un objet, on va l'exploiter. On aura une relation descendante envers elle. Demain, la nature, et c'est déjà le cas dans de nombreux États dans le monde, est reconnue comme titulaire de droits, le droit à la vie, le droit à l'eau, le droit à la continuité de ses cycles vitaux, le droit de ne pas être pollué par les activités humaines. Et ça change fondamentalement la donne. Et dans ce combat, évidemment, on s'inspire énormément des sagesses autochtones qui sont comme un reflet de ce vers où nous pourrions aller pour instaurer une nouvelle relation avec ce vivant. Et justement, il y a les exemples très connus qu'on cite souvent dans le milieu de l'anthropologie et de l'écologie. C'est en Nouvelle-Zélande et aussi en Équateur avec le parc Yasuni, où en Nouvelle-Zélande, il y a la rivière qui a le statut de personne, où les peuples autochtones sont considérés comme les gardiens protecteurs. Et justement, ce statut de personne juridique de la nature, est-ce qu'en France, il commence à peu avoir des exemples avec le Rhône, où on essaye de s'inspirer de ces exemples qui sont avant-gardistes un petit peu et qui rejoignent un petit peu le statut de personne, en tout cas pour toute forme de vie, que ce soit la rivière, la forêt, les animaux. Donc on en est où en France ? Alors, pour un tout petit éclairage, effectivement, les peuples maoris, donc en Nouvelle-Zélande, ont reconnu il y a quelques années, ont obtenu une loi en fait qui reconnaît la personnalité juridique du fleuve Wanganui, qui est non seulement un fleuve immense, mais aussi leur artère culturelle. Parce qu'en fait, toutes leurs histoires traditionnelles, tous les contes qui sont racontés là-bas par ces peuples sont rattachés à ce fleuve. Et donc, de la même façon qu'il nourrit les corps, il nourrit les esprits. Et donc, c'est devenu en fait une grande bataille juridique et politique des peuples maoris d'être reconnus comme les gardiens du fleuve, de récupérer une tutelle légale sur le fleuve. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont le visage humain du fleuve. Et c'est un mouvement qui trouve un grand écho en France aussi, parce qu'on se rend compte de la détérioration des écosystèmes aquatiques, des fleuves, des rivières. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1% de rivières sauvages en France. C'est-à-dire 1% des rivières qui sont intouchées par l'homme. C'est pour vous dire à quel point l'homme a façonné le territoire, parfois même l'a détruit, l'a coupé avec les barrages hydroélectriques, l'a pollué, comme c'est le cas par exemple de la Garonne. On a des vraies questions de gouvernance sur nos fleuves, sur nos écosystèmes aquatiques. Et donc avec l'association Wild Legal, dont je suis la présidente, nous travaillons sur la reconnaissance des droits du fleuve Maroni, en Guyane française, qui est contaminé par l'orpaillage illégal. Et j'accompagne d'autres initiatives au sein de ce qu'on a appelé le réseau francophone pour les droits de la nature, où il y a notamment l'appel du Rhône, qui a été lancé et qui va se constituer sous la forme d'une assemblée populaire de personnes tirées au sort, si ça vous rappellera peut-être quelque chose, et qui va travailler sur une proposition pour justement mieux protéger le Rhône et aller vers la personnalité juridique. Et c'est déjà le cas, par exemple, sur le Parlement de Loire. Et l'ESCO, un autre fleuve transfrontalier avec la Belgique, a aussi une association qui travaille activement à la reconnaissance de ces droits. Je ne peux pas tous vous les citer parce qu'en fait, c'est un mouvement exponentiel en France en ce moment. Par contre, vous pouvez vous renseigner. Il y a énormément d'articles qui commencent à émerger sur ce sujet-là. Et par exemple, sur la page Facebook de Wild Legal, vous pouvez trouver des informations à ce sujet. Justement, hier, quand on préparait un petit peu cette conférence, on parlait de l'or, parce que tu as travaillé sur la montagne d'or avec les peuples autochtones, et Assosa parlait aussi de l'or au Gabon. Dans votre vision traditionnelle, Assosa, l'or, qu'est-ce que ça représente ? Bien, merci, Saba.
avec tout le monde, Marvin, je te dirais que l'or est sacré. L'or est une sirène. L'or est un génie. L'or est sacré comment? Est un génie comment? L'or, on le prenait chez nous. Nous, on n'exploitait pas l'or. Hein. Nous, les Noirs. Hein. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Mais je vous assure que vous, les Blancs, quand vous avez créé la pièce, donc la petite monnaie là, la pièce là, d'argent là, et le billet, c'est là où nous, on a vu le billet, que c'était important, il fallait payer, peut-être on peut payer un habit avec un billet d'argent, l'argent en général. Mais nous, on ne savait pas la valeur d'argent. Nous, on n'exploitait pas l'or. On prenait l'or comment? C'est dans des rituels. C'est pour la protection, pour travailler une protection, pour blinder un village à un autre. Ça veut dire contre je peux dire quoi, le vampire ou bien la sorcellerie? Ouais, des esprits sorciers, des esprits maléfiques qui quittent d'un village à un autre pour aller faire la sorcellerie dans les villages des autres. Vous voyez, c'est ça que nous on prenait l'or. Avant de prendre l'or, on prenait l'or, c'est ce qui coulait dans la rivière. Si on voit que dans la rivière, ça se monte, on ramasse le caillou d'or et on va faire des protections avec. Mais nous, on ne prenait pas pour vendre. Mais actuellement, comme vous, l'homme blanc, vous êtes venu auprès de nous, on est ensemble. Et oui, on a copié pour avoir un peu un billet d'argent, pour payer peut-être de quoi manger au magasin. Parce que nous, notre magasin, c'était la forêt. Mais aujourd'hui, vous avez amené les magasins. Tout, on vend déjà au magasin. Alors donc, voilà pourquoi l'or aujourd'hui est déjà exploité. Officiellement, je peux dire chez les Blancs, dans le système des Blancs. Mais nous, on ne savait pas ça. Mais l'or est sacré pour nous. Je vous assure que l'or est sacré. L'or, c'est toi. L'or est un génie. La personne aussi est un génie. Voilà. Donc, une sirène. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à Sosa. Je sais que ce partage de votre conception de la vie qui est très différente d'ici et que tu en parles ouvertement, sans tabou. Et c'est précieux. Il y a aussi en plus des connaissances, je sais, qui sont réservées normalement aux initiés et que tu puisses partager ici. C'est un grand honneur. Et Marine, comment ça résonne, cette vision-là de l'or sacré en Guyane? Est-ce que tu as pu aussi avoir des témoignages de ce même type? Alors, l'or, historiquement, on le ramassait uniquement dans les cours d'eau. Comme je disais, c'est interdit d'ouvrir la terre pour aller chercher l'or. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec les Blancs, encore une fois, avec la colonisation, exactement comme tu viens de le dire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir en Guyane, c'est qu'il me semblait que la Guyane, c'était encore cette France-Afrique, après justement avoir pillé l'Afrique. Il fallait partir, c'est-à-dire que j'ai retrouvé en fouillant des anciens textes du BRGN, c'est le Bureau des mines, qui disait on peut déduire du fait qu'à une époque très très lointaine, le continent sud-américain et africain était un seul méga-continent. Et pile à l'endroit d'où tu viens, à Sosa, il y avait de l'or. Les Français le savaient qu'il y avait de l'or puisqu'on avait déjà été. On savait où étaient les filons. Et on savait aussi qu'avec la dérive des continents, l'or avait dérivé, tout simplement. Et donc, ils savaient exactement où chercher de l'or, où aller creuser la terre. J'ai trouvé ça terrible parce que finalement, c'était encore ce système de prédation qu'on exportait d'un territoire à un autre. Et ce Roland, en fait, nauséabond, je me disais, mais comment c'est possible qu'au XXIe siècle, on se comporte encore de cette façon? Et il y avait donc Montagne d'Or, qui est un consortium canadien et russe, qui avait l'ambition d'aller chercher cet or au fond de la forêt. Et donc, évidemment, pour les peuples autochtones de Guyane, ça a été impossible à accepter. Notamment parce que sur ce site en particulier que ce consortium visait, il y avait des sites sacrés, énormément de sites sacrés. C'est aussi peut-être lié à la présence de l'or, mais on ne le sait pas, parce qu'on a peu de connaissances en fait. Voilà, la Guyane, elle ne nous a jamais intéressés parce qu'on s'intéresse à la culture autochtone. On n'est pas allé là-bas parce qu'on s'intéressait à ces peuples, on est allé là-bas parce qu'on s'intéressait à l'or. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les gisements, et pas savoir ce qu'il y a dans le sol. Et donc, c'était évidemment très épidermique pour notamment les Kali'na qui vivent là-bas, parce qu'en gros, le projet de Montagne d'Or, c'était de dynamiter la terre, quitte à tout dynamiter avec tous les vestiges historiques, tous les sites archéologiques. Et ça, c'était très dur à vivre, évidemment, pour ces peuples qui nous l'avaient dit très clairement, hein, on sera en première ligne et jamais vous ne passerez, jamais vous n'irez creuser la terre. Et de la même façon,
on voyait bien qu'il y avait vraiment une sorte de rupture, quoi, deux mondes. D'un côté, ceux qui avaient conscience qu'ils appartenaient à la terre, et de l'autre, ceux qui étaient là pour l'exploiter, la piller. Et ça a été un combat, on a mis 3 ans hein, à obtenir que le gouvernement actuel dise que finalement ce projet n'était pas compatible avec les exigences écologiques de la France. La vérité, c'est que en fait, c'était tellement devenu une poudrière qu'il ne pouvait plus que reculer. Mais je me souviens quand même de mots justement qui ont été prononcés pendant le débat public par un des leaders de la jeunesse autochtone de Guyane, qui s'appelle Christophe Yanoa-Napier, qui connaît bien Climax aussi. Et il disait, mais est-ce que vous vous rendez compte si nous, on venait chez vous à Paris, creuser dans le Père-Lachaise, prendre les bijoux qu'il y a dans le sol, dynamiter votre territoire en fait? Est-ce que vous pourriez tolérer qu'on vienne faire ça chez vous? Et ça avait été très fort parce que ça avait vraiment créé une rupture très claire du côté de ceux qui protègent la Terre et puis vraiment de ceux qui n'ont aucune considération pour le vivant. Merci, tu m'offres la transition justement par rapport au corps. À Sosa, tu disais que la nature, c'est nous, la nature est en nous. Et je sais que vous avez un lien très fort avec les éléments et avec la société occidentale qui a objectivé la nature comme elle a objectivé le corps. On a rendu le corps mécanique, on a tout mécanisé, on a vu ça comme quelque chose qu'on peut contrôler. Et vos sociétés sont des sociétés initiatiques où là, on initie à la fois le corps, le cœur et l'esprit. Donc, est-ce que tu dis aussi que nos sociétés sont un peu, plus ou moins, déracinées, et ce qu'on fait subir à la Terre, on se le fait à nous-mêmes, hein, finalement, pour vous. Et pourquoi c'est important pour vous, cette initiation, quelque part, ce chemin de connexion entre la nature, enfin, la forêt, et votre propre corps, votre propre esprit? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que vos rites initiatiques s'appellent le Bwiti, ça veut dire libération, émancipation, rassemblement. Et pourquoi c'est si important l'initiation? Ok, merci beaucoup Saba. Bon, je dirais à tout le monde, j'ai dit l'initiation n'est pas d'abord obligatoire, mais chez nous, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne... Dans l'initiation, quand tu t'inities, tu sais déjà comment communiquer avec l'arbre. Voilà pourquoi j'ai dit c'est vraiment important l'initiation. Tu sais déjà qui est dans l'arbre, qu'est-ce que l'arbre, comment ça fonctionne, comment parler avec, comment ça te répond. Et son langage aussi, je peux dire son ethnie. Parce que l'arbre a une tribu aussi, comme toi. Alors, justement, nous on a le lien avec les arbres. Pourquoi? Parce que dans l'initiation, quand tu t'inities, on t'enseigne, on t'apprend comment parler avec l'arbre. La manière, comme je vous ai dit, avant de soigner un malade, je prends d'abord, je fais un rituel, je prends l'écorce. Une fois que ça tombe ouvert, ça veut dire que le malade va guérir si je le soigne. Mais si ça tombe fermé, je ne peux pas insister. Ça veut dire que l'arbre va refuser. C'est parce que je sais, j'ai eu des enseignements. J'ai été rodé, j'ai été formé dans ce cadre-là parce que l'initiation est importante puisque tu sauras qui est ta mère, quelle est la valeur de ta mère, quelle est la valeur de ton père. Nous, on fait une rééducation. On te rééduque de nouveau. Tu as d'abord l'éducation de base, naturelle, de ta mère et ton père. Mais après, il faut une éducation spirituelle. Dans le sens d'initiation, tu vas maîtriser. Tu vas maîtriser beaucoup de trucs. Mais si tu restes comme ça dans la naïveté, tu ne sais pas. Même si je vous dis là, bon, écoutez l'arbre, il faut parler comme ça. Bon, Rouma, non quoi. Comme moi je dis, je parle haut et fort avec l'écho. Il faut que l'écho parte de gauche à droite. Donc il faut que les ancêtres, les esprits de la forêt écoutent ce que je dis. Je suis inspiré. Je ne suis plus le même. Je parle avec l'arbre, l'arbre me répond. Je peux faire un signe tout à l'heure, vous allez voir, je vais faire une démonstration à la clôture. Je vais taper comme j'ai tapé là hier pour l'inauguration. J'ai tapé une feuille, bon, 2 fois. Tu vois, la première a raté, puisque ce n'est pas tous qui aiment les événements pareils. Hein. Dans l'autre monde de jalousie, d'autres n'aiment pas. C'est que Philippe et Climax en général organisent comme manifestation. Vous voyez, chez nous, le vampire existe. Hein. Ouais, non croit au mystique. Effectivement, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui aiment, moins ceux qui n'aiment pas. Hein?
Tu as une belle voiture, c'est pas l'autre l'autre va te faire la jalousie. Hein. Bon, il se prend pour qui? Il s'est dit peut-être que moi je n'aurais pas aussi comme lui. Au lieu d'encourager l'autre ou bien dire oh merci, courage, vraiment félicitations. Rien, ça manque pour quelques-uns. Donc dans le monde spirituel, nous on croit l'arbre. L'arbre, il faut être initié pour communiquer mieux avec l'arbre. Il faut avoir des expériences. En fait, il y a d'autres aussi qui sont nés avec cette inspiration. Vous voyez, d'être en contact avec la forêt. Il y a d'autres qui ne vivent pas une semaine, 2 semaines à la maison sans pourtant aller en forêt, aller marcher, comme je vois déjà quelques-uns aujourd'hui. En fait, vous êtes un peu déraciné dans quel cadre? Excusez-moi de vous le dire, mais j'ai toujours dit ça. Effectivement, vous êtes déraciné de votre propre culture. Vous voyez, vos cultures anciennes n'est plus aujourd'hui. Vous êtes déjà, je ne sais pas si vous pouvez être reconnaissant, au moins. Vous savez que beaucoup de trucs naturels ont disparu chez vous ici, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a plus de danses culturelles. Là, il n'y a que les yo, hein? Avec les... Il n'y a que ça. Vous voyez? Mais il n'y a plus comme... Un petit peu, mais... Voilà. Moins. Bon, il y en a encore un petit... Non, c'est un peu, c'est le mot. Vous voyez? Mais nous, on est en plein dedans. C'est une fierté, en fait. Mais je suis obligé de revenir auprès de vous, parce qu'on est tous une créature, une même créature, pour essayer de dire à quelques-uns de revenir. Retour au bercail. Retour à nos cultures. C'est important. Et on croit à la nature. Il faut croire. Sérieusement. Parce qu'elle est tout pour nous. Elle est notre mère. Je disais là tantôt que quand Saba m'a posé la question, j'ai dit oui, on est nature. Et la nature est en nous. Sérieusement. Parce que moi, je n'ai pas de l'argent, je pars en brousse, je vais avoir un morceau de fruit. Un fruit. Mais voilà, est-ce que quelque part, dans toute initiation, hein, c'est universel, tu as parlé de rééducation, mais on parle souvent aussi dans l'initiation, c'est initier un autre début. Il y a aussi une mort symbolique. Oui. Pour mourir avec nos anciennes croyances, nos anciennes peurs, pour renaître. Pourquoi et vous, dans cette renaissance et cette connexion dont tu parles, et est-ce que tu penses que toutes les sociétés auraient besoin d'initiation, chacune avec sa culture, mais pour se rééduquer, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une rééducation ici? D'accord. Si ça peut se faire, je ne pourrais pas dire que tout c'est nous, hein, vous voyez. Alors on n'est pas vraiment le créateur qui a tout maîtrisé à la fois. Alors nous, je dirais qu'il y a aussi des connexions divines. Il y a des connexions naturelles. Vous voyez, il y a d'autres qui naissent avec. Ce n'est pas seulement chez nous, en t'initiant à mon rite, que tu peux être connecté. Mais vous pouvez être initié aussi à vos rites. Vous avez aussi vos traditions. Hein? Vous avez votre culture. Vous pouvez pratiquer juste à la divination. Quand tu deviner, tu es là aussi dans les pensées, les prières. Il y a d'autres qui font des massages ici. Tu vois, j'ai apprécié cela. Et j'ai dit dans les langues, tu vois, j'ai dit dans ces massages, les massages sont énergétiques d'abord. C'est en soi-même. Quand tu fais ce massage, c'est d'abord ton énergie que tu mets sur la personne. Avant l'huile que tu mélanges pour tes massages. Donc ça veut dire que les cultures sont un peu les mêmes. Pourquoi? Parce que ça dépend un peu des routes qu'on suit. Mais sauf que les pratiques sont les mêmes. C'est la prière que nous utilisons tous. C'est les méditations que nous utilisons tous. Ce n'est pas forcément te faire initier à mon bouti, hein, que tu vas être connecté à l'arbre, ou bien peut-être à la nature. Non, ce n'est pas forcément ça. Ça, je ne peux pas te dire, oui, ça va. Sérieusement, tu peux te faire initier. C'est comme si tu peux apprécier le rite initiatique de l'autre. Parce que chez moi, dans le bouti, je vous dis que c'est bon. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis un douteux. J'ai grandi avec le doute. Et c'est en doutant que tu découvres facilement. Il faut avoir le doute pour découvrir, la curiosité. J'ai vu ça, c'est inné dans ma famille. Ils étaient en train de danser, nous on était petits, on leur copiait les grands là et tout et tout. Après je prends la torche indigène, comme vous allez voir tout à l'heure, je brûle mes yeux. Donc je copie les grands, mes oncles, mes grands-pères, mes grands-mères. Alors c'est comme ça que je disais que je deviendrais un grand ganga, un grand chaman un jour. J'étais petit, je réunissais mes mamans, j'organisais les veillées jusqu'au matin. Le matin, j'ai dit, allez réchauffer les marmites, les mamans. On va manger tous ensemble. Tout le monde dans le rire. Alors, ils étaient tous contents. Donc, dans ce domaine, tu peux aller dans un autre rite. Et Marine, les lois ne sont pas immuables. Est-ce qu'on peut rééduquer les lois et comment on peut rééduquer ces lois de la nature dans nos sociétés? En fait, il faut voir que la loi, c'est une fiction.
c'est rien d'autre qu'une pure invention écrite par des humains. Et donc, en fait, on n'aura pas de changement juridique sans bouleversement social, culturel. Moi, ce qui fait partie de mon travail, c'est d'apporter une visibilité sur ce qui se fait ailleurs. Pour que si, justement, ici en France, on se reconnaît dans ces idées nouvelles, dans ces lueurs d'espoir, enfin, en tout cas, ce qui pour moi est une lueur d'espoir, qu'on se dise, mais comment on ferait en France, nous, justement, avec nos textes, avec notre culture, pour s'adapter à ça, pour transformer notre vision, justement, qu'on a sur le monde, partir de cette vision d'exploitation pour aller vers une vision de coopération, d'entraide, de solidarité entre les humains et les non-humains. Et finalement, c'est un peu ce rite. C'est-à-dire, si on se pose cette question, c'est peut-être qu'on a besoin de ce rite de passage, pas uniquement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Passer de cette... moi, j'ai l'impression qu'on est dans la société occidentale un peu dans la période adolescente. On veut tout faire, on veut tout consommer, on veut se brûler les ailes, on veut frôler la mort, alors qu'en fait, on va devoir passer à l'âge de sagesse, l'âge de raison. Le pas sage. Oui. On va devoir se poser ces questions parce que pour créer une société qui soit soutenable, on va devoir atteindre une certaine forme de sagesse. Et il y a un rite dont je voulais vous parler en Guyane qui m'a beaucoup marqué et dont certainement un Wayana ou un Kalinia vous parlerait bien mieux que moi. Mais je vous raconte ça avec mes yeux de blanc et la façon dont moi ça m'a marqué. Parce qu'il y a un village avec lequel, dans lequel je travaille beaucoup, qui est sur le Haut-Maroni, donc c'est le fleuve qui nous sépare du Suriname. Et dans ce village, ils pratiquent ce qu'on appelle l'époutop ou le maraquet. Et donc c'est un rite de passage traditionnel de l'âge enfant à l'âge adulte. Qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés contemporaines, d'ailleurs, à 18 ans, on est un adulte? Qu'est-ce qui justifie qu'à 17 ans, on ne peut pas signer en son nom et à 18 ans et un jour, d'un coup, on serait considéré comme libéré de la tutelle de ses parents? Moi, je crois que justement, ce qui est intéressant chez les peuples autochtones, c'est que le fait de devenir un adulte passe par l'initiation. Et pas par un âge, pas par le nombre de jours que vous avez passé sur cette terre, mais par quelle personne vous avez réussi à devenir. Et il y a un rite très intéressant, c'est celui donc, de cet époutop, du maraquet. C'est un rite qui est pratiqué avec des fourmis qu'on appelle les fourmis balles de fusil. Vous vous doutez que si elles s'appellent balles de fusil, c'est que leur piqûre fait très mal. Et en fait, donc ils endorment les fourmis, ils vont les prendre dans la forêt, ils les endorment et ils les tissent dans des sortes de nattes. Et pour réussir le rite, on passe les nattes sur le corps, donc sur les bras, sur les jambes, et on doit rester stoïque. La personne ne doit pas montrer de souffrance. Vous allez certainement vous dire, c'est extrêmement cruel. En fait, l'idée, en tout cas ce que moi j'en ai ressenti et compris de ce rite, c'est que la vie est dure, encore plus quand on vit en forêt, mais qu'on doit garder une forme d'humilité face à la nature, parce que même la plus petite fourmi peut vous faire un mal extraordinaire. Et en fait, c'est ça aussi, savoir prendre sur soi, savoir montrer de l'humilité face à la nature et comprendre qu'on fait partie de ce tout. Et ça, c'est absolument nécessaire pour devenir un adulte, à mon avis. Et je crois qu'on a vraiment besoin de se diriger vers une société qui accomplit justement ce passage et qui se pose la question, comment je crée des individus qui sont des individus impliqués dans notre société, qui ont une conscience de la responsabilité que nous portons collectivement pour construire une société. Pourquoi nos jeunes ne vont plus voter? Je pose une question un peu politique. Mais pourquoi nous ne nous sentons plus, d'ailleurs nos jeunes et nos moins jeunes, hein, si on regarde les sondages, pourquoi nous ne nous sentons plus part de cette société? Parce qu'il nous manque justement ce faire ensemble, ce sentiment collectif, et je crois que ça passe par l'initiation. Différents stades de la vie dans lesquels nous nous projetons ensemble vers ce que nous voulons construire, et donc il y a différents rites qu'on pourrait tout à fait remettre en place grâce à notre éducation, grâce à notre culture commune, peut-être pas avec des fourmis balles de fusil, mais avec d'autres liens. Oui, il y a des rites qui sont plus ou moins, il faut dire le mot, hein, sans tabou, violents. Hein.
Ça dépend des cultures. Il y a aussi des évolutions chez certains peuples autochtones, et parce qu'il ne faut pas les idéaliser. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante en anthropologie et que notre professeur nous parlait des barouillas et que l'initiation passait par des sévices sexuels envers les jeunes garçons, en Papouasie. Donc voilà, il y a des choses aussi qui ont évolué. Il y a d'autres formes d'initiation plus douces qui mettent à l'épreuve le corps, parce qu'effectivement, quand on met à l'épreuve ce corps, tu le disais très bien, ça met l'humilité et vraiment une plongée à l'intérieur de soi-même, comme avec vous dans le Bwiti, où il y a une autre vision de sa personne, de son corps et de son environnement qui s'installe et qui débute, et on change de regard, parce qu'on n'est pas habitué à changer de regard. On nous met sur des rails à l'école, ici, et puis voilà, ça doit filer comme ça, et dès qu'on sort du cadre, ça ne va pas. Et on a pu cette intelligence aussi de cette connexion corporelle et sensible à la nature, parce qu'on a tout mis sur le côté mental et intellectuel, qui a beaucoup de choses intéressantes et positives. La technologie, il n'y a pas tout à jeter. Comme tu dis, toi, tu aimes être tradit moderne. Mais ne pas oublier cette globalité de l'être humain et de ce rapport à la nature que vous réveillez, et vous réveillez énormément, parce que c'est là que j'ai envie de parler, par la danse, par le chant, qui sont une sorte d'offrande pour vous, et vous mettez le corps en éveil. Et là, j'ai envie de rendre hommage à ces femmes de ce matin, les Amazones, qui ont vraiment subi des violences barbares. On a été, je pense, nombreux à être bouleversés par le témoignage de ces grandes dames. Et cette résilience, peut-être aussi qui passe par la réparation des cœurs, de l'esprit et du corps. Et j'ai remarqué que chez vous, au Gabon, dans vos rites, j'étais très surprise parce que même dans la douleur, vous chantez, vous dansez. Et la première fois que j'ai vu une de vos cérémonies, j'ai eu la chance d'assister, c'est que il y avait une telle joie toute la nuit. Mais je dis, vous dansiez merveilleusement, c'était plein de vie. Et j'ai demandé à une personne à quelle occasion, quelle est la raison de cette veillée. Et on m'a dit, c'est une veillée funéraire. Alors là, j'étais vraiment, ça m'a touchée parce que on porte les personnes qui sont dans le deuil, qui ont été dans la souffrance, par le groupe. Et on ne les laisse pas dans leur coin souffrir, mais on les accompagne collectivement et on les porte et vraiment on les remet dans cette énergie de vie qui a été malmenée parce qu'on vit tous des épreuves psychiques de deuil ou de violence physique en fonction des chemins des uns et des autres. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé merveilleux, et ça m'a rappelé aussi le témoignage d'une amie cacique au Brésil, une grande dame, qui disait, oui, malgré toutes les épreuves qu'elle a subies, aussi en tant que chef et aussi en tant que femme, qu'avec la joie, on peut tout construire. Et elle me disait, voilà, avec la joie, paf, on éclate les négatifs. Et je trouve que dans cette résilience, il y a quelque chose peut-être à aller puiser ici, parce qu'on est en crise. Et qui dit crise dit croissance. Et pour donner cette énergie à Sosa, est-ce que tu veux... avec Mohamed, je suis désolée, je ne t'ai pas remercié tout à l'heure, mais tu vas continuer, qui vient de Guinée, et les deux frères panthères, là, nous mettre un petit peu, nous remettre, je dirais, en selle ou dans cette énergie de revitaliser, ressourcer cette nature qui est en nous, cette force de vie à travers la joie qui est, comme tu dis souvent, l'amour. Est-ce que tu peux en parler? Oui, je te dirais que le Bwiti, dans ma secte initiatique, pas la secte, excusez-moi. On n'a pas toujours le même vocabulaire, ça n'a pas le même sens. Alors, c'est juste pour dire que nous, c'est le partage dans le Bwiti, l'amour et la protection. Et le respect, sans oublier. Parce que moi, je ramène les gens dans la connexion. Tu as des pensées, mais dans mon rite initiatique, dans mon Bwiti, je te fais rire. Je te laisse enlever les pensées à la minute. Parce que dans notre rite Saba, le rite initiatique du Bwiti, c'est se ramener l'autre dans la connexion divine. C'est-à-dire lui faire oublier les pensées, même s'il a été blessé intérieurement ou extérieurement. Donc voilà, dans le sens là, moi je vous promets déjà que tout à l'heure, je vais vous faire danser. Un à un viendra imiter
mon pas de danse. Alors, si déjà vous arrivez même à bouger seulement les reins, c'est déjà bien, ça fait une joie. Bon, si tu peux tourner 3 fois ou 4 fois, ça fait du bon. Bon, si vous pouvez aussi bondir comme la panthère, imaginez que d'ici jusqu'à là-bas, je me retrouve là-bas, je saute seulement sans rien toucher, c'est déjà bien. Alors, on va faire ça tout à l'heure, parce que j'aimerais partager avec vous aussi, quelquefois un peu pour la danse, c'est vraiment important. On a parlé, nous sommes en train de parler, il y aura du djembé qui va passer, et je vais entonner une chanson très très facile, que tout le monde va répondre. Après, on va danser. J'essaie de danser, je fais une botte. Après, je dis 1-1. Et allez, ça roule. OK? Vous êtes d'accord? OK, merci. Alors, merci. Allez, à ça. Bien. Quand je vais commencer le pas de danse, je crois que je vais d'abord asperger avec l'encens. Je vais d'abord tourner premièrement avec l'encens. On ne va pas trop faire parce que ça c'est artificiel, sinon ça va se brûler. Mais je saurai comment faire comme on a fait hier, tu vois, à l'ouverture. Donc à la bénédiction de la séance. Oh, je peux dire le tropical, c'est quoi? Cette fête, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Tropical Festival? Climax. Ok, d'accord. Climax Connexion. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, merci. Donc tout à l'heure, je vais dire du Kombouekaye. J'ai dit Bouekaye, tout le monde va répondre comme on a fait tout à l'heure. C'est bon? Ça marche? Ok, bon, allez, préparez-vous pour le Bouekaye. J'arrive. Ah, ma planche. Ah oui, la planche. Ma planche d'hier. Tu vois, j'ai un peu peur, tu vois, à cause des tapis là, tu vois. Non, on va pas faire ça. Ouais, on va pas faire un truc. Mais ça, exact. Ça va? Ok, gaz. On est ensemble. Allez, tiens. Ah oui, ça va. Oui, merci, merci maman. Bien. Mon parent, tu es là? Ouais. Ok, on va déclencher la bombe. Okay? Très bien. Bouekaye. Bouekaye. Non mais écoute, derrière là-bas, je n'ai pas compris. Tout le monde debout, hein? Bon, allez, tout le monde debout. On se met dans la joie, c'est comme si vous avez fait ça un jour, vous voyez. C'est une danse avec mon très cher frère, comment il s'appelle? Oui, salut. Alhamdulillah, Mustafa. Alors, donc, on va dire Bouekaye encore de nouveau, et après j'entends la chanson. Donc la chanson, vous allez seulement répondre Iwo, 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 Iwo. Tout le monde, Iwo, Iwo, Iwo. Hein? Haut et fort. Bouekaye. Bouekaye. Voilà. Bassé, bassé. Oh, Iwo, 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 Iwo. Vous répondez comme ça. Oh, Iwo, 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 Iwo. Tu peux faire Oh, Iwo, 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 Iwo,
La danse de la panthère. Bien. Alors, je voudrais tout simplement dire aux volontaires. Tout le monde à sa place. Allez. Faire une petite démonstration, même s'il n'arrive pas à la botte. Je peux dire de la panthère. Tu peux te mettre en singe, si tu veux bien. Chacun choisit son animal totem. Chacun son danser, animal le totem. célébrer. Il y a d'autres qui peuvent faire comme le serpent. Vous voyez? On danse avec les esprits de la forêt, Alors, avec les esprits vous dansez totems. avec tout esprit qui se présente. Vous voyez? Comme ma soeur qui est là-bas. Elle, tout à l'heure, n'aie pas peur. Ne croise pas les doigts, c'est toi. Alors voilà un peu. Mais sinon, n'hésitez pas, si vous voulez bien, faire une petite démonstration. Ça fait une belle réjouissance. Voilà, merci. J'attends le volontaire. Bon, je vais choisir. Parce que je vois que ça hésite. Bien, premièrement, je vais vous montrer que c'est la mère qui commande. La mère nature. Parce qu'on est là à cause de la mère nature. Alors, il y a une dame que je vais montrer, cette botte. Vous allez voir, quand je vais aller, c'est tout droit vers elle. Alors, elle fait ça. Tu vois? Elle bouge juste le bord. Tu vois comment c'est flex? Alors, je viens. Tac, 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 tac. Après, je vais faire ça. Manu, on y va. Hein? Allez, Nathalie. Ouais, Hi. ouais, Regarde, je suis avec toi, je t'accompagne. Alors, tu vas attraper ça. Oui, tu vas le faire. Oui, c'est pas grave. On fait juste un tout petit peu. 1 minute. Allez, tu viens. Viens avec moi, ma mère. Il faut applaudir dans les applaudissements. Merci. Alors, vaincre la timidité, le mouvement, la danse, c'est la vie. Tu célèbres. Bien. Ah bon? Maintenant? On peut t'attendre? Ou bien on danse d'abord un peu? Non, pas trop. Non, on ne va pas danser vite, on va danser doucement. Bien, on va entonner la chanson, ça va? Maître Ndjembe, tu es au quart de tour? Très bien, ça fonctionne. Oh. Tout le monde, hein? Tout le monde, hein? Allez. La même chanson. Iwo, 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 wo. Vous voyez? Iwo, 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 wo, wo, iwo, iwo. Iwo, iwo, iwo. Wo, wo, iwo, iwo. Iwo, iwo, iwo. Wo, iwo, iwo. Iwo, iwo, iwo. Iwo, wo, wo, iwo, iwo. Iwo, iwo. Iwo, wo, wo, iwo, iwo. Iwo, iwo, iwo. Wo, wo, iwo, iwo. Iwo, iwo, iwo. Wo, wo, iwo, iwo. C'est excellent. C'est excellent. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. La reine Nathalie. Bien. Ça nous appartient, nous tous. Et c'est pour nous. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous couper le cou pour dire que non, je ne suis pas d'accord de ce que vous faites. Au contraire, c'est l'amour. Non, ce que nous faisions, c'est l'amour. L'amour est dans quoi? Dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Je peux dire dans la conscience aussi. Il faut que tu sois conscient. Il faut
faut que tu aies une mémoire posée pour avoir la belle amour. Alors justement, on va continuer. Il y a une qui a dansé, il y a un qui doit danser. Vous voyez? Alors imaginez que vous allez voir comment la panthère cherche la proie. Et Wakaye! Aïe! Bioko! On va pratiquer le truc et le trucage. On va truquer. Allez, c'est parti. Allez, tu me suis alors. Très bien. Vous allez voir comment quelqu'un attend sa personne. Allez, c'est parti. Dans les applaudissements. Il y a une nouvelle chanson que je vais créer. Pas créer, mais que je vais entonner. Puis je vais vous apprendre un peu. Ça c'est Popper, Mokumolola, Mokumolola. Alors, vous pouvez répondre Popper, 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 Popper. Vous comprenez? Popper, comme Popeye. Vous voyez? Alors, je vais donner un beau cahier. Voilà, ça c'est l'arme blanche, je peux dire l'arme de guerre, de la bataille contre les esprits maléfiques. Voilà, justement, on va entonner. Popéo, 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 popéo. Popeo, 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 popeo. Popeo, 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 popeo. Hi. Merci. Merci, cher frère. Merci, papa. Bien. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Il y a une petite là. Où est-elle? Mon petit ange de la sécurité là. Elle est où? Je vais chercher. Mon petit ange. Il y a quelqu'un qui a croisé les doigts là. Oui, il y a une fille là. La black. Je la vois en distance. Elle a les lunettes. Viens, tu as quitté l'endroit. Elle s'est cachée derrière le poteau. Tu es derrière le poteau. Viens. Je t'ai retrouvé. Viens, ma puce. Viens. Viens voir. Il y a quelque chose de très bien pour toi. Imagine, il faut mélanger. Les deux fesses doivent bouger les deux côtés. C'est ce qui donne la beauté de la démarche. Imagine si tu ne danses, si tu marches, tu es handicapé. Tac, c'est de mon côté. Hein? Mais c'est bon quand les deux fesses font pac, pac, pac. C'est ce qui donne la beauté de la démarche. Je vous remercie. Niabo. Dans les applaudissements de cette belle, cette africaine, dans Africa Climax. Une très très belle joie.
Je viens lui rencontrer avec la lumière du Tout-Puissant. Voilà. Vous voyez, entre le jour et la nuit, je crois que c'est la nuit qui est le grand frère. Après la nuit, après le jour, qui est l'enfant, vient. Alors c'est comme l'homme blanc et l'homme noir. C'est le jour et la nuit. Alors justement, avec... comment tu t'appelles? Hadi. Alhamdulillah, Hadi. Allahu Akbar. Avec toute inspiration, avec tout ce que j'ai, par rapport à mon grand maître, son nom, c'est qui encore? Mustapha. Al-Hajj Mustapha. C'est quelqu'un de sacré, de très spécial. C'est comme mon très cher grand frère Mohamed. Mohamed qui? Bangora. Bangora, c'est comme nous chez nous, on dit le sanglier Ngoya. Ngoya, les sangliers. Le chef de la troupe, du troupeau, l'avance-route. Donc merci, on va entonner une belle petite chanson qui nous convient parce que tu es une mère nature. Je sais la famille que tu as. Je sais le patrimoine que tu occupes. Je sais aussi ton trône que tu as. Si tu étais homme, je crois que tout devait être transmis auprès de toi. Donc ma vision m'a dit beaucoup de choses, c'est toi. Mais on va entonner une chanson de connexion. Tu vois? Alors, on va passer par une chanson très belle de Mabundi. Je ne sais pas si tu te rappelles encore, de Teyangonda. Donc vous allez répondre Oh Teyangonda, oh, oh Teyangonda, oh, oh Teyangonda. Vous répondez comme ça. Hein? Vous dites seulement Teyangonda, oh, ah, Teyangonda. Vous voyez? Alors, donc vous répondez, ceux qui ont les petites voix, oh Teyangonda. Hein? Ceux qui ont les basses, oh Teyangonda. Vous voyez? Comme les gorilles. Voilà. Bouakaye. Hi. Bouakaye. Hi. Alors. Oh, Teyangona, oh, oh, Gabondongano, Teyangona, oh, ah, Teyangona, oh, oh, répondez. Oh, Teyangona, oh, oh, Teyangona, oh, oh, Teyangona, oh, Gabondongano, oh, Teyangona. Ah, c'est bien. Magnifique danse de connexion. Merci. Merci. Les applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il y a aussi une dame qui a des problèmes de pied, qui a un problème de santé dans la salle. Il y a des moments où elle sent le corps lourd. C'est comme si on l'avait tapé tout le corps. C'est comme si elle avait soulevé un panier de cailloux. Donc elle sent son corps lourd. Quand elle dort bien. Mais quand elle se réveille le matin, pour aller même faire pipi, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de force qu'elle se lève pour enfin aller aux toilettes. Je la vois, elle est dans la salle. Elle est dans la salle. Chez nous, quand c'est vrai, tu dis passer. Passer, cela veut dire que oui, c'est moi, c'est moi. Bien qu'on ne peut pas lever le doigt, mais on est autorisé.
Je peux attraper même la femme. Elle a un problème de rein. Et la fatigue des genoux. Si c'est pour monter là, c'est vraiment compliqué. C'est comme ça. Je vois cette dame. Si vous voulez, je vous fais une démonstration. C'est important de ne pas cacher les maladies. Quelqu'un peut nous dire, bon, peut nous aider. Il peut nous aider. Si tu t'exprimes, tu demandes devant les autres. Celui qui connaît son médicament, il peut te donner. Il y a d'autres qui meurent seuls à cause de cacher les maladies dans la maison. C'est important de dire. Si j'ai des gros testicules, excusez-moi, si j'ai des gros testicules, je vais pas cacher. Je vais aller chez le docteur même comme ça. Hein? Je dis pardon, soignez-moi, monsieur le docteur, je suis malade. Bon, j'arrive. Je suis en train de venir. Je vais dans mon inspection. En même temps, je vais demander mes parents. La dame là, c'est celle qui est à la droite, non? À la gauche? Ouais, celle qui est à ma gauche. Alors justement, il n'y a pas que la seule. Et il n'y a pas que le seul aussi. Il y a aussi des hommes qui sont souffrants. Bon, je vais demander. Vous pouvez. Madame, vous tout. Madame, non. Je vais faire une belle petite démonstration. Bonsoir, madame. Ça va? Bien. Toi et moi, on s'est vu hier, n'est-ce pas? À l'hôtel? C'est toi, non? C'est toi qui m'as vu à l'hôtel, non? Tu m'as... Voilà. On a dormi dans le même hôtel, n'est-ce pas? Bébé, écoute, je ne pourrais pas t'arrêter directement. Il y a des moments où tu ressens pas bien ton corps, il y a des moments. Hein? Si c'est vrai, tu me dis bassé. Si c'est vrai, tu me dis bassé. Bassé. Il y a des moments où tu ressens la fatigue. Hein? Ici. Comme si c'était une crampe. Et ça vient jusqu'ici. Tu as un pied là bizarre qui monte la crampe. Hein? Il y a des moments où ça s'enfle. Tu es même opéré. C'est ça, non? Bouakaye, hein? Bouakaye! Merci. Bon, c'est tout ce que je voulais te dire. À tout à l'heure. Oui, après. Merci à Sosa. C'est vrai que quand Sosa est en connexion, comme là, visiblement, il fait ce qu'il appelle des consultations spontanées. Donc ça fait partie aussi de son rôle de chaman et qui est aussi un homme médecine et qui travaille avec son intuition, avec, comme il dit, toutes les initiations qu'il a vécues. Et ça peut paraître un peu peut-être étrange, exotique, mais il y a beaucoup de cultures autochtones qui fonctionnent ainsi et par respect, merci à Sosa de partager merci ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On va... Merci de nous avoir éveillé les corps, hein, aussi. Si, merci après aussi. Toujours ta spontanéité, ta bonne humeur et ta profondeur vraiment est très touchante. Je t'en remercie. Marine, qu'est-ce que ça t'inspire on va aller vers la fin, on a débordé, mais qu'est-ce que ça t'inspire, ce partage avec Asosa? C'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci aussi. Et merci. J'espère que ça donnera envie, par exemple, grâce à Native, à d'autres gens dans la salle, de découvrir plus de choses sur ces cultures qu'on ignore, qui ne sont pas visibles dans nos sociétés et qu'on a besoin de voir et d'entendre. Et merci à Climax, parce que de rendre ça visible, justement. On peut arrêter? Que ça prenne pas feu, on va l'éteindre. Bon, on va arrêter, c'est bon. Tu peux parler, ma vie. On n'a pas trop eu le temps d'ailleurs pour des questions, mais j'imagine que si vous en avez, nous en tout cas on reste là. On reste là parce qu'on va avoir... donc Marine est autrice du livre « Devenir gardien de la nature » aux éditions Tana. Elle va faire une séance de dédicace après la rencontre. Et avec Asosa, il fait partie, moi j'ai écrit il y a 2 ans un livre qui s'appelle « Paroles des peuples racines » qui regroupe le témoignage de 19 représentants autochtones à travers le monde. Asosa est dans ce livre et on fera une séance de dédicace après la
la conférence. Et Asosa est aussi l'un des parrains autochtones de la revue native dont je vous parlais tout à l'heure. On a un stand dans l'allée centrale. Donc c'est vraiment l'idée, on est partenaire du festival et merci beaucoup à Climax de nous avoir accueillis parce qu'on est dans cette même énergie, dans ce même esprit de vouloir créer des ponts avec tous les continents, tous les peuples. Parce que les peuples autochtones, même s'ils sont aujourd'hui, les derniers chiffres en date, c'est 470 millions de personnes dans le monde qui regroupent à peu près 5000 communautés et qui sont réparties sur 22% de la surface terrestre, mais surtout qui préservent 80% de la biodiversité mondiale dans leur territoire. Donc vraiment, ce titre de gardien de la nature est très juste. Hein. Et peut-être que nous-mêmes, on devrait avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on donne. On est gardien de la nature, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas la nature qui nous garde? C'est elle, notre grande gardienne de la vie. Et que cette réciprocité à méditer en pensée, en chant, en danse et en action et en résilience, parce que parfois, quand vous dansez, je pense trans en danse, parce que vraiment, cette danse, c'est le mouvement de la vie et que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie et il y a de la créativité. Et à Sosa, j'ai envie de te proposer de faire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de partager encore avec nous tous? Tu as beaucoup partagé, mais je sais que tu peux partager tellement plus encore et encore. Et c'est un honneur de pouvoir partager avec toi, Marine, Mohamed, toutes les personnes qui étaient présentes et qui ont participé de manière joyeuse et attentive à cette belle rencontre. Merci Saba. Je dirais merci encore à Nathalie et Philippe. Je veux dire tout le monde qui est là. Voilà. Et Climax. En fait, c'est juste, je vais rentrer tout à l'heure dans... Pardon, DJ, please, I'm sorry. Alors, justement, c'est juste pour dire à tout le monde qu'on est dans une belle clôture. Mais ce que je vais vous dire, c'est juste pour vous dire que partageons tous ensemble. Connections-nous tous ensemble. Restons un peu dans la famille, dans l'amour du prochain. Restons en connexion, c'est-à-dire en centré dans... Tu as un gâteau, l'autre n'a pas un gâteau. L'autre a faim, donne l'autre un morceau. C'est tout. Le dialogue, c'est important. En retour, c'est ce que je vais vous dire. J'ai dit, soyons tous dans le dialogue, dans l'amour, dans la connexion. Oh DJ, tu es trop assoiffé, toi. Coupe d'abord ça. Donc voilà un peu, déjà ils veulent danser là. Alors justement, c'est pour vous dire que je vais rentrer dans une prière. Malheureusement, le bar est déjà ouvert, la boîte de nuit. Donc je voulais faire une petite prière là, rapidement, avant qu'on ne se sépare pour... garder tout ce que j'ai parlé. Ça veut dire qu'on met ici l'amande, on met ici la noisette, pour que ça ne sorte plus, tout ce que j'ai dit. Je crois que peut-être dans quelques années à venir, ou bien peut-être dans quelques jours après, je peux revenir. On va continuer toujours à faire cette leçon de morale. Peut-être qu'on va écouter, peut-être qu'on va changer, peut-être qu'on va devenir un. C'est ce que j'ai envie. Merci de m'accorder quelques minutes de prière. Et justement, merci pour Climax. Nathalie, tu vas venir. Et Philippe? Hein? Oh. Bien, madame, avec tout amour, amour profond de cœur et d'esprit et d'âme, pour le remerciement avec Saba Ramani, avec... Marine, avec mon frère aussi, qui revient de la Guinée-Conakry. J'ai été opéré autrefois avec le docteur Thiam, c'est un homme de la Guinée-Conakry, et que paix à son âme. Alors, et avec tout le monde qui est là, je te donne ce cadeau pour Climax, pour cette belle invitation, très lumineuse, très chaleureuse et accueillante. Je vous remercie au nom de l'Afrique, au nom précisément du Gabon profond, et en même temps Tsango. C'est Asosa qui l'a fait. C'est moi-même qui l'ai sculpté. Et je te donne avec toute honnêteté, toute bonté, toute affection et beaucoup d'amour.
Je vais donner cette prière pour bénir tout le cérémonial, comme je l'ai fait hier. Que ceux qui, grâce à cette dame, je la remercie beaucoup aussi. Et la petite qui avait le Motorola là, elle s'appelle comment? La petite? Non, l'autre. La petite qui nous a reçus, celle qui a fait les papiers là, ensemble que Mathilde, malheureusement, elle n'est pas là, elle est occupée. Mais je les remercie tous. Tout le monde qui a combattu. Et monsieur le ministre aussi, qui a combattu pour que j'ai le papier. Mais je donne une prière pour bénir tout le monde. À votre attention. Climax. Climax avec Ngongo. Tout nous voit pour Asuko Mouma. Ou dit il y a Nathalie. Teta Philippe. Ou tu mukabuta masamatinga. Koko diana di bodiano. Ngongo diana di bodiano. Nasi matogo ni miseme katakan teti mu hisi tetu mu ngone kan zingo jigo vyo maganga. Mebe kuma kudave maloto kukonga bembo. Mami soba no dekri kuburkia yali watu wo tsukuni dikivova. Nimigunda na benko, ditumba na benko. Matadi mango na benko benko. Dinu kallo koko diana ngongo diana di bodiano. Piku. Edi kombweka ye. Hai. Wenye. Merci DJ, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous, merci Mohamed. Peut-être, allez, un petit dernier pour la fin. Ah, tape-moi le truc. Allez. Tout le monde debout.
Merci infiniment à toutes et tous.